Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, bientôt la 10e édition du Festival international de la liberté d'expression et de la presse FILEP. Le festival se tiendra du 14 au 22 octobre 2023 à Ouagadougou. C'était là le titre. Une fois de plus, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi en séance ordinaire sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État. Le point avec Delphine Banissi. Le Conseil des ministres de ce mercredi a entendu une communication orale relative à la commémoration du 36e anniversaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, une commémoration qui se fera à travers plusieurs activités. Cette commémoration qui va se tenir sous le très haut patronage de son Excellence le président de la transition, chef de l'État, va être marquée par des actes forts. En plus du dépôt de gerbes traditionnelles, il y aura un cérémonial officiel d'élévation du camarade président Thomas Sankara au rang de héros de la nation. Et en plus, il y aura la pose de la première pierre qui va marquer le début des travaux de construction du mausolée Thomas Sankara. Il s'agit d'une partie du projet vaste de mémorial Thomas Sankara qui intègre bien sûr d'autres infrastructures. C'est un plan conçu et donc qui sera mis en œuvre par l'architecte Diébedo Francis Kéré, qui est le concepteur de l'ensemble du projet mémorial Thomas Sankara. Donc c'est un mausolée qui va coûter plus de 400 millions de francs CFA et qui se veut donc vraiment le reflet de l'hommage de l'ensemble de la nation au camarade feu Thomas Sankara. La commémoration de ce 36e anniversaire de l'assassinat de feu Thomas Sankara et de ses compagnons sera marquée par la débaptisation de ce boulevard qui était connu sous le nom jusqu'à présent d'avenue Charles de Gaulle. Ce boulevard-là, à partir de ce 15 octobre et de cette commémoration, sera désormais baptisé boulevard Thomas Sankara. Au titre du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, le Conseil a examiné et adopté 3 décrets d'application de la loi sur la promotion immobilière au Burkina Faso. Le premier décret porte sur les conditions qui régissent la coopérative de logement social. Vous savez, dans le cadre de cette loi, il est prévu que des citoyens qui remplissent les conditions d'éligibilité au logement social puissent se regrouper en coopérative de logement social pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement de l'État à travers la mise à disposition du foncier pour construire des logements au profit des membres. Donc, le premier décret porte justement les conditions qui régissent cette coopérative de logement social. En clair, il est prévu que les citoyens qui remplissent ces conditions puissent obtenir un récépissé auprès du ministère en charge des libertés et également obtenir un agrément au niveau du ministère en charge de l'urbanisme qui leur autorise justement de se constituer et de pouvoir construire des logements au profit de leurs membres. Le deuxième décret qui a été adopté aujourd'hui porte sur la condition et modalité de cession provisoire, définitive et du bail amphithéotique des terrains urbains destinés à la promotion immobilière. Dans ce cadre, il est prévu que le promoteur immobilier qui souhaite construire des logements puisse bénéficier dans un premier temps d'une cession provisoire, donc à travers un arrêté de cession provisoire pour permettre d'approfondir son projet et surtout de faire la levée de fonds pour la mise en œuvre de son projet. Et une fois qu'il achève la construction de ces logements, il puisse bénéficier d'un titre définitif. Et également, il est prévu que dans les modalités de cession, un bail amphithéotique également au profit d'un certain nombre d'acteurs qui œuvrent également dans le domaine de la promotion immobilière. Donc le deuxième décret qui a été adopté porte justement sur les conditions et modalités de ces cessions provisoires, définitives et du bail amphithéotique. Le troisième décret qui a été adopté porte sur les conditions, les modalités et les barèmes de transactions au niveau des infractions en matière de promotion immobilière. La loi portant promotion immobilière qui a été adoptée a prévu que pour un certain nombre d'infractions, le ministère en charge de l'urbanisme puisse transiger. Donc c'est un mode de règlement à l'amiable avec celui qui a commis l'infraction, à condition que celui-ci reconnaît l'infraction et accepte justement de payer une amende, conformément au barème qui a été adopté aujourd'hui.
Et comme annoncé en titre, la 10e édition du Festival international de la liberté d'expression et de la presse FILEP se tiendra du 14 au 22 octobre 2023 à Ouagadougou. Cette édition sera axée sur le thème captivant « Médias, conflits et cohésion sociale en Afrique ». Le comité d'organisation de l'événement a livré des informations sur les préparatifs de ce rendez-vous ce jeudi 12 octobre. Le reportage est signé Habib Alaï Bourema. S'agissant de la foire, elle sera ouverte après demain, 14 octobre, sur le site du va se tenir à Ouagadougou du 14 au 22 octobre 2023, la 10e édition du FILEP, le Festival international de la liberté d'expression et de la presse. Le thème choisi pour cette année va aborder sur la liberté d'expression qui est en recul dans notre pays. À vrai dire, moi je suis très jeune, en une dizaine d'années d'expérience. Je sais qu'il y en a qui ont vécu les débuts du régime de Blaise Compaoré, qui nous font souvent des témoignages. Mais moi, je n'ai jamais vécu cette terreur-là sur la presse. Je ne l'ai jamais vécu. Donc nous sommes en 2023 où au moins 5 médias ont déjà été suspendus. RFI suspendu, France 24 suspendu, LCI suspendu, Jeune Afrique, la dernière victime, suspendue pour des faits qui ont été relatés, plus tard confirmés par les autorités avec tout ce que vous savez. Et pour terminer la boucle avec un média national même qui a été suspendu pour avoir écrit sur un sujet, ou du moins pour avoir parlé pour un sujet qui concerne un voisin. Donc véritablement, on n'a jamais vécu cette erreur-là. Et pour ne pas être seulement dans les discours, je vous renvoie aux différents rapports. Le rapport de RSF. Cette année, nous avons observé un recul jamais enregistré. Jamais enregistré. À côté du rapport de RSF, il y a le rapport du Centre national de presse Norbert Zongo, qui montre que depuis au moins 4 ans, effectivement, la liberté de la presse ne fait que dégringoler. Et cette année aussi, nous avons encore beaucoup de recul. Mais en plus de la liberté d'expression, le thème de cette édition va aborder également sur les conflits et la cohésion sociale en Afrique. C'est-à-dire nous faisons le constat que nous sommes dans des crises permanentes et perpétuelles. Au Burkina Faso, on ne sait même plus exactement à quelle crise on a affaire. Crise sécuritaire, crise politique, crise institutionnelle, crise humanitaire. Voilà, les médias aussi sont en crise. C'est la même situation un peu partout en Afrique, dans l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Et donc, naturellement, nous devons, en tant que médias, nous intéresser à ces crises-là. Et cohésion sociale, ça veut dire qu'en tant que médias, nous pouvons contribuer justement à une plus grande cohésion sociale. Nous pouvons contribuer à la paix, contrairement à ce que les autorités pensent souvent, qui pensent que la lutte contre le terrorisme est incompatible avec la liberté d'expression et la liberté de la presse. Or non, le travail des journalistes justement, c'est d'une certaine manière d'éclairer aussi les autorités dans leur prise de décision, dans l'élaboration des politiques publiques pour qu'il y ait plus de paix, plus de cohésion sociale. L'ouverture officielle de FILEP 10e édition sera présidée par le président de l'Assemblée législative de transition, le Dr Ousmane Bougouma. Donc ce que nous vivons actuellement là, c'est dans les rapports. La deuxième cuvée du projet de formation en menuiserie métallique et du bois du centre Pam Lafi initié par l'association Morija en partenariat avec l'association Azaren a rendu son verdict ce jeudi 12 octobre 2023 avec 15 lauréats qui ont reçu leurs attestations de fin de formation et des kits de matériel en vue de leur permettre de s'installer à leur propre compte. Gédéon Tapsoba, Delphine Vanissi nous en disent plus dans cet élément. Voici la deuxième cuvée du projet de formation en menuiserie métallique et bois initié par l'association Morija en partenariat avec l'association Azaren en faveur des enfants vulnérables. Et le coordonnateur de cette activité d'encourager ses lauréats à valoriser les connaissances acquises au cours de ces années de formation. Nous avons vu ce que les élèves, les apprenants ont produit. Nous voyons vraiment que ça a été un travail qui a été très bien fait. Ils ont reçu une très bonne formation et nous sommes vraiment fiers de ce qui a été fait ici. En fait, l'apprentissage qu'ils viennent de recevoir, c'est un premier pas
Pour nous, c'est la base justement pour commencer vraiment une vie professionnelle. Alors nous attendons d'eux justement qu'ils se mettent vraiment au sérieux, comme ils ont reçu pendant justement notre cérémonie, qu'ils se mettent au sérieux, qu'ils travaillent et que c'est dans le travail justement qu'ils vont recevoir justement le fruit et ils auront le fruit de ce qui est des efforts qu'ils vont fournir. Dans ces ateliers professionnels, environ 60 bénéficiaires sont formés gratuitement par an. Et pour cette année, ce sont 15 lauréats qui ont reçu des attestations marquant la fin de leur temps d'apprentissage et aptes à s'installer à leur propre compte. On les a appris donc, le métier de soudure et le métier de menuiserie. Donc pour un enfant qui rentre ici, à la sortie normalement il doit pouvoir être capable de réaliser beaucoup d'ouvrages. Donc des portes, des fenêtres, des lits, des meubles, et que ce soit en soudure ou que ce soit en menuiserie de plusieurs types. Et aussi nous sommes en train d'innover, nous innovons beaucoup. Et ce que nous sommes en train de faire comme innovation majeure ici, c'est la conception des chaises roulantes. Voilà, nous sommes en train de concevoir des chaises roulantes. Le premier prototype est là, on pourra le regarder dans les ateliers. Et à partir de ce projet, c'est dans l'objectif de pouvoir produire en masse. Voilà, mais il faut déjà que le premier prototype sorte pour qu'on puisse maintenant faire quelque chose. Désormais opérationnels pour affronter la vie active, ces sortants ont reçu, en plus des attestations, des kits en vue de leur permettre d'arborer les sillons de la vie professionnelle. J'ai reçu une formation de 2 ans, formation dans les travaux du chantier en métallique et puis la fabrication des patins, beaucoup de choses en métallique. Je suis ravi ce matin d'avoir cette attestation et puis ces kits de travail. Voilà. Avec ça, je pourrais travailler sur le terrain, je pouvais faire beaucoup de trucs et puis développer dans la vie. Et le représentant du parrain de saluer une telle initiative qui vient réduire le chômage des jeunes, surtout dans la commune de Samba. Nous sommes émerveillés ce matin, nous avons vu des jeunes qui ont reçu une formation professionnelle en menuiserie et en soudure. Et c'est une chance, voilà, pour ces jeunes, mais aussi pour la commune de Samba, voilà, qu'un tel centre puisse exister dans notre chère commune. Donc ça vient renforcer le travail qui se mène et ça va aussi contribuer à réduire le chômage dans notre commune. Après 2 à 3 ans de formation, ces 15 lauréats ont appris à travailler le bois et le fer, choses qui les permettront de ne pas rester oisifs dans la société et de lutter convenablement contre le chômage et la délinquance juvénile. Un tour à présent dans l'actualité hors de chez nous au Kenya, une décision de justice annule l'exploitation des forêts. Pour la justice, cette autorisation d'exploitation des forêts par le président du pays est nulle en raison de l'absence de débat public. Le tribunal de l'environnement et de la terre de Nairobi a suspendu la décision du président William Ruto d'autoriser la reprise de l'exploitation des forêts après plus de 5 ans d'interdiction. Le président kenyan avait expliqué que la reprise de l'exploitation visait à créer des emplois et à développer les secteurs de l'économie qui dépendent des produits forestiers et qu'elle ne concernait que les arbres arrivés à maturité dans les forêts plantées et gérées par l'État. Pour la justice, cette mesure est nulle et non avenue en raison de l'absence de débat public. L'interdiction d'exploitation des forêts avait été prise en février 2018 pour enrayer la disparition rapide des forêts au Kenya. Pour les défenseurs de l'environnement, en revenant sur cette décision, le président William Ruto est allé à l'encontre d'une promesse de sa campagne présidentielle, la plantation de 15 milliards d'arbres. Le tribunal de l'environnement et de la terre de la capitale kenyane a toutefois autorisé l'abattage de 5000 hectares d'arbres matures en conformité avec une évaluation menée par une agence gouvernementale. L'Europe divisée par le pesticide le plus utilisé au monde, la glyphosate. La Commission européenne s'apprête à renouveler l'autorisation du pesticide pour une période de 10 ans avec un vote prévu pour le 13 octobre à Bruxelles.
En 2006, Sabine ignorait encore qu'elle était enceinte, tandis qu'elle utilisait du glyphosate dans le cadre de son travail. Cependant, ce puissant herbicide allait marquer sa vie à jamais. Chaque année, dans le cadre de mon travail d'organisatrice de randonnée à cheval, je devais passer un désherbant à base de glyphosate sur notre carrière d'équitation. C'est un espace en sable d'à peu près 700 mètres carrés. Et à chaque passage, ça me prenait plusieurs jours. Et c'est le moment où Théo a été dans mon ventre, c'était le début de ma grossesse. Et c'est le moment où les organes, l'œsophage, la trachée qui ont été mal formés chez Théo. En 2018, Sabine a poursuivi Monsanto en justice, la firme qui a rendu populaire le pesticide. Le lien entre le glyphosate et les malformations de Théo a été reconnu et la famille a obtenu une indemnisation. Une victoire certes, mais qui n'efface pas des années de souffrance. Il a des malformations de l'œsophage, de la trachée, du larynx. C'est un syndrome polymalformatif, donc il y a un ensemble de malformations qui ont nécessité beaucoup d'opérations. Et il a eu un total de 54 opérations. La Commission européenne envisage de renouveler l'autorisation du glyphosate pour 10 ans, lors d'un vote ce vendredi. L'herbicide ne présenterait pas de domaine critique de préoccupation selon un rapport de l'Autorité européenne de sécurité des aliments contesté par les ONG. ECHO and EFSA, we believe, downplay the existing evidence from animal studies and from epidemiological studies on the evidence of glyphosate that may cause DNA damage in certain organisms. And this indicates the potential of glyphosate to cause cancer. So we believe that glyphosate should be classified as carcinogenic. There are a lot of studies showing that glyphosate exposure can be linked both to autism in children and to Parkinson's disease. Sabine lance alors un appel aux députés européens. Ce que je voudrais leur dire, c'est de sortir le nez des chiffres, de sortir le nez des bilans économiques et des statistiques, de se dire que derrière les statistiques, il y a réellement des victimes. S'ils prennent la décision de maintenir le glyphosate sur le marché européen, ils prennent la décision qu'il y aura ces victimes. Ils seront responsables de ces souffrances et de ses futures victimes. Inquiet concernant les tirs croisés le long de la frontière entre Israël et le Liban, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé toutes les parties et ceux qui ont de l'influence sur elles à contenir un débordement des hostilités et demande un accès humanitaire à Gaza. Le secrétaire général de l'ONU a exprimé mercredi son inquiétude concernant les tirs croisés le long de la frontière entre Israël et le Liban. Antonio Guterres a appelé toutes les parties et ceux qui ont de l'influence sur elles à contenir un débordement des hostilités. Je suis en contact permanent avec les dirigeants de la région et je me concentre immédiatement sur plusieurs priorités. Nous devons éviter que le conflit s'étende. Je suis préoccupé par les échanges de tirs le long de la ligne bleue et par les récentes attaques signalées en provenance du Sud-Liban. Je lance un appel à toutes les parties et à ceux qui ont de l'influence sur elles pour qu'ils évitent toute nouvelle escalade et tout débordement. Dans le contexte du siège de la bande de Gaza annoncé par Israël, l'ONU a appelé l'autorisation de l'entrée à Gaza de produits de première nécessité, tout en remerciant l'Égypte pour son intervention visant à faciliter l'accès humanitaire. Les fournitures vitales, notamment le carburant, la nourriture et l'eau, doivent être autorisées à entrer dans la bande de Gaza. Nous avons besoin d'un accès humanitaire rapide et sans entrave. Je tiens également à remercier l'Égypte pour son engagement constructif qui a facilité l'accès humanitaire par le pont de passage de Rafah et à rendre l'aéroport d'El Arish disponible pour l'aide. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a sonné l'alarme concernant la situation humanitaire désastreuse à Gaza. Selon l'agence, 1,5 million de personnes sont privées d'aide humanitaire. Et voilà, chers téléspectateurs qui referment ce journal. Merci de votre aimable attention. Excellente suite au programme sur la télévision de la famille.